Donc je m'appelle Gabriel Visantini, je suis psychologue clinicien. Je travaille essentiellement en libéral pour le moment, après un passage en institution. Et donc je mène des recherches à l'université, j'enseigne également depuis 5 ans. Alors je travaille sur un sujet un petit peu épistémologique, sur la question de l'écriture du cas en psychanalyse. Comment, dans le champ de la recherche actuellement en psychologie, on peut repenser cette question de l'écriture du cas, quels sont les enjeux clinique, épistémologique et de transmission pour la discipline, sachant que le cas, finalement, est un petit peu l'outil central de la pensée, c'est-à-dire c'est le lieu où la clinique se joint à la théorie et où s'élaborent en fait tous les schèmes opérateurs de la pratique. Donc redonner un petit peu de consistance et faire une recherche sur les écritures, ce qui est fait par ailleurs dans toutes les autres disciplines, sciences exactes et sciences humaines. Voilà, en psychanalyse, historiquement, il y a un tropisme littéraire, c'est-à-dire qu'on a un petit peu abandonné la question de la rigueur scientifique de l'écriture pour se tourner vers des modèles plus esthétiques, ce qui nous a valu d'être coupé du champ de la recherche. Donc voilà, j'ai essayé de faire une recherche sur la recherche, c'est une sorte de travail un peu méta. Alors la psychanalyse, bah, il y a plusieurs. Freud en donne 150 définitions. Euh, la plus connue étant le fait que ce soit à la fois une technique de soins, puis une théorisation de cette pratique, puis un questionnement des autres disciplines à partir des fruits de cette théorie. Bon, ça c'est une définition formelle freudienne euh, qui répond assez bien à la question, mais dans le fond, c'est une manière d'envisager le soin humain dans la relation clinique humaine et d'essayer de penser cette relation et de la modéliser pour s'y repérer mieux, pour opérer mieux. Alors, sur la question de savoir si la psychanalyse est une science, peut-être que plutôt que d'entrer dans un débat abstrait, le plus simple c'est de retourner concrètement aux faits. Il se trouve que la psychanalyse a été inventée par Freud comme avec une ambition scientifique, et que cette tradition scientifique de la psychanalyse a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que les analystes se sont dotés de revues scientifiques, d'institutions pour se différencier de la psychanalyse sauvage. Ils ont organisé des colloques annuels pour discuter leurs théories. Donc ils se sont donné tous les moyens de ce qu'il y a dans les autres sciences, à savoir un champ, un domaine d'objets partagés où l'intersubjectivité critique peut avoir lieu, on peut discuter les théories à partir des données, etc. Si on regarde dans l'histoire de la psychanalyse, on voit que les théories ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu des bilans critiques à chaque époque, le plus connu étant entre 1965 et 1985 aux États-Unis, le grand débat sur l'héritage métapsychologique de Freud. Mais en fait, ça s'est fait partout dans le monde. On peut également voir que les grandes institutions analytiques se sont aboutées au champ général de la recherche en créant des comités de recherche spécifiques, à partir desquels notamment ils ont produit des études d'efficacité aux normes en fait, méthodologiques les plus hautes. Donc tout ça fait que sur les critères apparents, il y a un investissement scientifique et de fait, il y a un projet scientifique de la psychanalyse. Ça, c'est le premier point. La deuxième question que ça soulève, c'est est-ce que la psychanalyse peut y prétendre de droit? Ça, c'est une question importante. Ou alors, est-ce que la science serait hermétique par ses critères à ce qu'est la psychanalyse? Et là, c'est tout un débat important qui s'engage. Souvent, on met en avant les critères popériens de la scientificité qui sont, oui, pour être scientifique, un énoncé devrait être une loi qu'on puisse tester et falsifier dans un dispositif expérimental. Or, il se trouve que 50 ans de controverse sont arrivés au fait que ce critère est en fait extrêmement faible. Il est trop restrictif. Popper a pris le critère des sciences expérimentales et en a fait les critères de la science. Mais là encore, si on revient aux pratiques, on voit que les sciences ont en fait développé une multitude de critères et que les seuls critères scientifiques qui vaillent sont plus génériques que celui-là. C'est-à-dire qu'une science se définit très généralement par le fait de vouloir produire des énoncés interprétatifs vrais sur des données et de se donner des moyens méthodologiques pour critiquer ces énoncés.
Un énoncé vrai en histoire, par exemple, c'est un énoncé qui prend en compte toutes les sources disponibles, et donc le champ des historiens peut critiquer éventuellement une hypothèse parce que l'historien aurait oublié une source, par exemple. Donc on voit que la falsifiabilité expérimentale de Popper n'est qu'un sous-critère pour les sciences expérimentales. Et dans cette optique de droit, la psychanalyse peut tout à fait souscrire à la scientificité. Il reste maintenant une troisième question. Est-ce que de fait les psychanalystes amènent des bonnes raisons de croire qu'ils souscrivent à ces critères généraux? Et là, donc, le problème peut être vu de deux manières, c'est-à-dire est-ce que les concepts analytiques sont fiables pour décrire l'expérience clinique? Est-ce qu'ils sont robustes? Est-ce qu'ils sont pertinents, plus pertinents que d'autres? Et le deuxième volet, c'est est-ce que ces concepts sont efficaces ensuite pour soigner les gens, puisque la psychanalyse a cette double registre épistémologique d'être un savoir, mais qui va ensuite servir dans une relation de soins. L'efficacité est la réponse la plus facile. Depuis 1917, les psychanalystes testent l'efficacité de leur pratique. Les tests sont tout à fait concluants. Il y a toute une histoire des tests, je ne vais pas revenir en détail. Aujourd'hui, depuis 15 ans, on a une multitude d'essais contrôlés randomisés, donc des tests cliniques qui sont faits au niveau d'une rigueur, enfin la plus haute actuellement reconnue, qui donne lieu à des méta-analyses et qui montrent bien que quand on travaille avec les concepts analytiques, l'efficacité est tout à fait au rendez-vous. La psychanalyse est aussi efficace que les thérapies cognitivo-comportementales qui se revendiquent de la science exclusivement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que les concepts finalement sont pertinents? Parce que parfois les critiques aussi s'attachent à mais finalement le DIP c'est quoi? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est et là je crois que pour comprendre la rigueur de la pertinence en fait des concepts de la psychanalyse, il faut comprendre que c'est un régime de scientificité humain, c'est-à-dire on pourrait dire, pour utiliser une métaphore, que le psychanalyste est un petit peu comme un ethnographe et un anthropologue en même temps, c'est-à-dire qu'il est l'ethnographe d'une vie psychique singulière, comme l'ethnographe qui va à la rencontre d'une culture, qui la décrit dans le détail, qui prend le temps de la décrire dans le détail, et puis ensuite qui se transforme en anthropologue parce qu'à force d'avoir vu un certain nombre de cultures, il monte en généralité et il produit des invariants de ce qu'est l'homme. Les psychanalystes, c'est un peu la même chose. Ils rencontrent des patients, ils prennent le temps, ils explorent les cartographies psychiques de ces patients, d'un point de vue de la recherche, j'entends. Et puis à force de voir un certain nombre de patients, ils montent en généralité et ils essaient de comprendre comment fonctionne généralement l'appareil psychique. Donc toute la métapsychologie freudienne, c'est ça, c'est des concepts qui valent généralement pour toutes les vies psychiques, sachant qu'ensuite chacune a sa singularité. Ces concepts sont critiqués entre eux, évoluent, etc. Donc il n'y a a priori aucun argument pour invalider d'une certaine manière la scientificité de la psychanalyse. Pour résumer, elle est épistémologiquement cohérente du point de vue des sciences humaines et elle est cliniquement efficace du point de vue des tests cliniques auxquels elle s'est soumise maintenant depuis 15 ans. Donc on peut dire que oui, la psychanalyse est une science. Alors ça, je crois que c'est ce que j'appelle la psychanalyse idéale, qui est véhiculée, qui est transmise et qui fédère en général les groupes d'analystes. Mais ce qu'on peut constater historiquement, c'est que la psychanalyse concrète a de loin excédé ce dispositif de la cure type, et que d'une certaine manière, quand on retourne au texte de Freud lui-même, on se rend compte que pour Freud lui-même, ce n'est pas un idéal. C'est-à-dire que ce fameux dispositif divan-fauteuil, Freud l'invente comme un truc. Comme un truc, pourquoi? Pour atteindre justement le vrai dispositif analytique. Et le vrai dispositif analytique fondamental qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'il appelle dans les études sur l'hystérie l'élargissement de la mémoire, l'élargissement somnambulique de la mémoire. C'est-à-dire que, au fond, la psychanalyse cherche à créer les conditions pour qu'un sujet accède à sa vie psychique, mais de manière plus approfondie qu'il peut le faire dans une simple interrelation sociale, qui en général est normée par le beau, le bien, et qui donc restreint en fait cet accès. Et donc Freud essaye tout, si on regarde les textes, Freud essaye tout, il essaye l'hypnose, ça marche moyennement, il essaye l'imposition des mains, ça marche moyennement, donc il invente ce dispositif d'association libre et d'être allongé, mais avec le Mora, il va amener une photo. Et puis après Freud, on se rend compte que avec les adolescents, on peut utiliser le psychodrame, et puis avec les enfants, on peut jouer, et puis avec les autistes, on peut se mettre dos à dos, parce que c'est plus rassurant pour eux, pour leur permettre d'explorer leur vie psychique. Donc on se rend compte finalement que tout ce qu'on appelle dispositif au sens matériel et visible
n'est qu'un moyen pour arriver au vrai dispositif, qui est euh, donner, permettre à une vie psychique de s'élargir et de s'adresser à un autre et de se mettre au travail. Puisque l'idée aussi, c'est que finalement, les symptômes prennent contexte dans la vie psychique. Donc si on explore cette vie psychique, on va pouvoir, par certaines racines, toucher aux symptômes. Donc finalement, l'histoire de la clinique, c'est une histoire d'invention des dispositifs. Et en fait, cette histoire est complètement ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini d'inventer des dispositifs. Aujourd'hui, d'ailleurs, on passe par des médiations thérapeutiques avec des robots, le virtuel, etc. Et ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que le but étant toujours, qu'est-ce qui va me permettre, avec tel sujet ou tel type de sujet, de lui permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de sa vie psychique. Voilà ce que je dirais. Bah, sur le rapport psychanalyse-psychothérapie, il faut voir que, bon, en France, le phénomène Lacan, l'effet Lacan fait que la psychanalyse a été pensée comme étant hors psychothérapie. Lacan a essayé de penser quelque chose comme une psychanalyse qui serait purement psychanalytique. Donc il a permis de penser un certain nombre de choses en allant très loin. Mais par exemple, ça se décroche de la tradition freudienne. Freud disait très clairement, c'est dans la psychanalyse que la psychothérapie atteint son sommet. C'est-à-dire que pour Freud, la psychanalyse n'est qu'une sous-branche de la psychothérapie. Et la psychothérapie elle-même est une branche non médicale de la médecine. C'est-à-dire qu'on a des paradigmes aussi qui sont différents selon les cultures. Dans la tradition freudienne, Freud était médecin, Freud était thérapeute et Freud était psychanalyste. Et dans la figure du psychanalyste qui est la même, il y a toutes ces strates sont présentes. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, il est dans le champ du soin. En tant que thérapeute, il est astreint à une forme d'efficacité. Et en tant qu'analyste, il s'intéresse à l'unicité psychique d'un patient. C'est-à-dire qu'il va et il travaille dans cette relation transférentielle et contre-transférentielle, mais tout ça est pris dans une dimension de soin et de recherche d'effets. C'est pas simplement une quête, par exemple, philosophico-existentielle, ou c'est pas forcément simplement une question d'éthique ou de trouver son désir. La dimension du soin est présente. Donc, ça fait qu'il y a des branches un petit peu différentes de la psychanalyse aussi. Donc j'étais en train de dire que cette question était un petit peu problématique, puisque une partie des analystes peut se dire analyste sans aucun titre, donc sans aucun gage de rigoureuse formation méthodologique et scientifique, que les autres sont psychologues ou psychiatres et que selon la formation, il faut voir au cas par cas, mais il n'y a aucun gage de rigueur méthodologique et scientifique. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors sur cette question, qu'est-ce que je voulais? Je peux parler, du coup, ça pourra couper. Moi, ce que je crois qu'il est intéressant de voir, c'est que, en fait, le trésor clinique de la psychanalyse, il est présent. C'est-à-dire qu'on a des concepts extrêmement rigoureux, efficaces. Mais jusqu'ici, les psychanalystes vivaient en régime d'évidence, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de justifier de leur pratique. Donc, l'essentiel de la transmission, c'est passé autour des pratiques. On a transmis comment faire. On n'a pas du tout transmis en quoi nos concepts étaient intéressants, et on n'a pas non plus travaillé comment communiquer ça en fait au public. Et vous voyez, il y a quelque chose comme un trésor inexploité en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a bien une pratique robuste qui fonctionne, mais on ne sait pas suffisamment l'expliciter et convaincre aujourd'hui les décideurs publics, mais aussi la société, du fait que tout cela a un intérêt. Et je crois que c'est des nouvelles compétences du psychanalyste contemporain, en fait. C'est d'une certaine manière, c'est un petit peu le devoir d'un psychanalyste contemporain, c'est à la fois de continuer à transmettre les techniques, les outils, la pensée et l'éthique clinique. Sur la question de la rigueur et de la méthodologie, en fait, sur cette question de la rigueur des concepts analytiques et de la tradition analytique, oui, mais encore faut-il être capable de pouvoir l'expliciter et la communiquer aux autres qu'aux psychanalystes. Et c'est vrai que le champ analytique a vécu pendant très longtemps sous un régime d'évidence où il n'y avait pas besoin de justifier de sa pratique, et il n'y avait même pas besoin de l'expliciter. Ça fonctionnait tout seul. Aujourd'hui, les conditions ont changé. Donc on ne peut plus se permettre seulement
de transmettre l'héritage clinique, qui est la base de la discipline, on doit être capable de traduire aussi cette pratique, traduire nos concepts à destination des non-analystes, puisque la psychanalyse est prise dans des controverses malgré elle. Elle ne choisit pas d'être dans ces controverses, elle y est. Et donc il y a une lacune quand même un petit peu fondamentale des analystes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être que analystes, ils doivent être analystes et savoir défendre la psychanalyse. En tout cas, c'est mon idée. Je dirais que plutôt que de s'adapter au monde moderne, je crois qu'il faut avant tout qu'elle sache se traduire au monde moderne. C'est-à-dire que s'adapter, elle n'a eu de cesse que de s'adapter. Donc, on a un héritage clinique qui est quand même assez robuste conceptuellement, qui fonctionne. Je crois que le problème, c'est de pouvoir le rendre compréhensible. L'époque a changé, les attentes ont changé. Donc il faut être capable de s'adresser aux contemporains. C'est plutôt des capacités de traduction qui nous manquent et de valorisation de notre héritage. Bien évidemment, il y a aussi une question de bilan critique, c'est-à-dire qu'il y a des choses à abandonner, il y a des choses à repenser, mais il y a aussi beaucoup de choses à expliciter. C'est ça qui me semble le plus important aujourd'hui. Pour le dire d'une formule, moi je trouve que les analystes se sont souvent finalement concentrés à juste titre sur ce que Freud appelait l'autre scène des processus inconscients. Finalement, c'était là que se jouait la relation clinique, dans le transfert, dans le contre-transfert, dans une mobilisation de deux vies psychiques. Aujourd'hui, l'effort, à mon avis, est à faire pour traduire ce qui se joue sur cette autre scène des processus inconscients et pour le mettre sur la scène autre du débat scientifique. Et ce passage de l'autre scène à la scène autre exige vraiment des capacités de traduction. C'est-à-dire que l'héritage clinique est là. On n'a pas à réinventer la poudre, en fait. Les concepts analytiques du côté des sciences humaines ont une vraie densité, un vrai enracinement clinique. Ils évoluent au contact des données cliniques, donc tout est là. Par contre, ce qu'il s'agit de faire, c'est de convaincre les personnes pour qui ne sont pas encore convaincues. Et là, je pense qu'il faut peut-être aborder aussi cette question de qu'est-ce qui est attendu du psychologue aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas comprendre pourquoi il y a un problème avec la psychanalyse si on ne comprend pas ce qui est attendu d'un psychologue aujourd'hui. D'une certaine manière, on voit que le courant dominant de la psychologie, c'est de dire la psychologie, les concepts sont robustes quand ils sont taillés au laboratoire. Donc il y a vraiment cette idée que la psychologie expérimentale dirait le vrai sur la vie psychique, et que, d'une certaine manière, si on n'est pas au laboratoire, on est déjà dans la pseudoscience, on est déjà dans des délires interprétatifs, dans des savoirs pas fiables, etc. Et il y a une analogie avec la médecine expérimentale, mais qui me semble complètement fallacieuse. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que la médecine clinique s'est améliorée avec la médecine expérimentale. Aujourd'hui, personne ne voudrait un médecin pré-scientifique au sens où qui combinerait des remèdes comme ça chez lui pour vous soigner. Vous attendez effectivement des traitements qui ont été testés, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que la médecine expérimentale a considérablement accru le savoir sur le corps humain et qu'elle a considérablement accru l'efficacité clinique. Si on regarde maintenant ce qu'a apporté la psychologie expérimentale, c'est finalement, bon, un certain nombre de savoirs, mais qui reste quand même assez limité sur finalement la vie psychique, puisqu'on a un savoir sur statistiques, sur les cognitions, sur les comportements, donc c'est tout à fait intéressant, mais c'est somme toute limité sur la vie psychique. Et comme on a déjà eu l'occasion de le dire, l'efficacité de ces concepts est égale avec l'efficacité des concepts psychanalytiques qui relèvent de la science humaine. Donc il n'y a pas vraiment de bonne raison de réduire la psychologie à son versant expérimental. Lagache avait eu cette idée quand il a créé en fait la licence en France de psychologie de dire l'unité de la psychologie. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, il faut reconnaître qu'il y a une désunité de la psychologie et qu'il y a deux branches. Il y a une branche expérimentale et une branche humaine. Ça vaut pour la recherche comme pour la pratique clinique. Maintenant, personne n'est lésé puisque finalement, on s'est rendu compte que chaque approche thérapeutique n'accroche d'une certaine manière qu'un patient sur 5, à peu près 20-25%. On appelle ça le taux d'adhérence à une thérapie. Ça veut dire que voilà, quelqu'un susceptible de faire une TCC, c'est 20-25%. Quelqu'un susceptible de faire une psychanalyse, c'est 20-25%. Donc on est dans un moment où personne ne peut prétendre occuper les 100% de l'espace de l'offre en termes thérapeutiques.
Il y a un partage parce qu'il y a des principes différents, il y a des concepts différents, il y a des efficacités égales, et donc il y a une place pour cette pluralité d'approches. Voilà. D'ailleurs, dans le monde entier, c'est à peu près, après les 30 dernières années de triomphe marketing des TCC, on est en train d'assister à un rééquilibrage. Toutes les agences de santé, finalement, se sont rendues compte que les TCC ne sont pas efficaces à 100%, mais à 20-25%. Et donc, font place. Enfin, chaque patient, vous voyez, chaque patient peut être attiré et peut trouver son compte à des thérapies différentes. Et c'est les patients qui doivent pouvoir choisir plus que je ne sais quelle décision politique fondée sur une je ne sais quel résultat de la science. Ce qui vraiment a changé aujourd'hui, effectivement, c'est que bon, on est dans un monde déjà où plus rien n'est évident en soi. C'est-à-dire qu'on a quitté le sol d'un monde où toutes choses étaient évidentes. C'est-à-dire que toutes choses aujourd'hui sont problématiques, doivent se justifier, sont prises dans des controverses. C'est vraiment les enjeux d'un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus ouvert, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui n'était pas le cas encore il y a 40 ans. Et les psychanalystes sont un petit peu restés sur cette logique ancienne du monde, d'une certaine manière, qui prévalait jusque dans les années 80, où eh bien, on pratiquait quelque chose qui pour nous avait de la valeur, qui pour un groupe avait de la valeur, et ça suffisait pour justifier de sa valeur. Ça ne fonctionne plus. Donc on ne peut plus se contenter de transmettre l'héritage clinique, encore une fois. Il s'agit de le transmettre et d'en transmettre la significativité aux yeux du monde aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est une double compétence, une double exigence, c'est une double transmission qui a à faire. Il y a une transmission et il y a une traduction. On va dire ça comme ça. Parce que je crois que là, vraiment, se joue une grosse différence entre la psychologie clinique d'orientation analytique et les psychologies plus expérimentales, qui sont concentrées sur les symptômes. C'est-à-dire, aller mieux serait ne plus avoir de symptômes. Et là, oui, j'ai une anecdote clinique, pardon, qui n'est pas de moi, mais d'une grande clinicienne de l'autisme, qui nous expliquait un jour qu'elle avait reçu un patient, auparavant reçu par un psychologue TCCiste, qui s'était attaché en fait à lui rectifier le comportement, à essayer de le faire regarder les autres dans les yeux. Chose qui pour cet autiste était sensoriellement très angoissant. C'était pas possible. Mais du coup, ça posait des problèmes de normes sociales, ne pas regarder quelqu'un dans les yeux. Et donc, bon, pour faire plaisir à son thérapeute, pour faire plaisir à son entourage, il avait appris à regarder les autres dans les yeux. En fait, il avait développé un petit truc, c'est-à-dire qu'il regardait entre les deux yeux, ce qui permettait de le calmer. Mais en fait, il était tout à fait malheureux. Oui, il avait perdu le symptôme de ne plus voir de ne plus éviter le regard, donc effectivement, il était normé. Mais il était très malheureux et très angoissé de devoir faire cet acte. Et je trouve que cette anecdote illustre un petit peu la question de qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui est efficace. Est-ce que ce qui est efficace, c'est une normalisation au niveau des symptômes, ou est-ce que c'est une amélioration de la qualité de vie du patient, un aller mieux du patient? Si ce qu'on cherche, c'est que le patient aille mieux, c'est lui, finalement, qui doit définir les critères de l'efficacité. Et ça peut ne pas être perdre un symptôme. Vous avez des personnes qui ont des symptômes, mais qui vont très bien. Vous avez des personnes qui, inversement, vont très mal, mais n'ont plus de symptômes. Donc, la psychiatrie donne des exemples aussi de patients qui ont perdu leurs symptômes, par exemple, grâce à la pharmacothérapie, mais qui sont anesthésiés. Oui, ils n'ont plus le symptôme, mais ils sont plus eux-mêmes, ils sont plus bien. Ils ne diraient pas eux-mêmes qu'ils sont bien. Donc, vraiment, la question que ça engage, c'est qui définit ce que c'est qu'aller mieux. Et donc, le symptôme n'est pas toujours au centre. C'est un peu plus complexe que ce focus symptôme. Parce que le besoin, à la limite, tout thérapeute cherche une efficacité, c'est partagé. Maintenant, quels sont les critères de l'efficacité? Qu'est-ce qu'on appelle être efficace pour une thérapie? Effectivement, là, encore une fois, dans ce monde complexe, c'est l'enjeu de controverse. Il est clair que l'ère du temps, les métaphores aujourd'hui de l'ordinateur, de la machine, qui viennent des neurosciences, sont celles qui sont utilisées par les personnes pour se penser. Vous voyez, vous dites je bug, il dysfonctionne.
Donc c'est toujours le comportement qui est mis en avant-plan. Voilà, il a un comportement qui bug, qui dysfonctionne. Et donc, de fait, un certain nombre de thérapies se centrent sur les comportements pour débugger et refaire fonctionner les personnes, dans une logique aussi plus globale, néolibérale quand même, du fait qu'il faut que les choses soient fluides, que les individus retrouvent leur capacité et leur performance pour participer au système économique et à l'action, etc. Oui, c'est très normatif. Donc, que voulais-je dire ça, c'est une forme, enfin, c'est une critérisation possible de l'efficacité qui est très dans l'air du temps. Inversement, si on met le patient au centre, ça change un petit peu la donne. Parce que d'abord, on n'a pas de réponse a priori pour chaque patient. Pour certaines personnes, garder leurs symptômes, peut-être une partie de leurs symptômes fera qu'ils se sentent justement bien, et peut-être que leur enlever les fera aller beaucoup plus mal. Donc, c'est quelque chose qui reste ouvert et qui doit être traité au cas par cas. Je pense qu'il y a ça aussi dans cette question de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui cherchent des réponses pour tous les cas. C'est l'esprit justement science expérimentale, c'est-à-dire statistiquement, qu'est-ce qu'on cherche de mieux? Inversement, la psychanalyse, elle se situe du côté du cas par cas, c'est-à-dire que elle est moins intéressante en ce sens-là pour les décideurs publics qui veulent voir des tableaux, des chiffres et prendre des décisions sur ce qui va marcher pour le plus de personnes. Mais comme je disais tout à l'heure, ça marche bien pour la médecine, pour la psychologie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, l'analogie est beaucoup moins tenable. Oui, bah donc toute la difficulté dans le fait de pouvoir retraduire quelque chose de ce qu'on fait de notre côté avec la psychanalyse, c'est que du côté des pouvoirs publics, le raisonnement se fait au niveau de la masse de cas, puisqu'ils ont à décider de budget investi pour soutenir, pour recommander tout un ensemble de pratiques. Ils ont besoin d'avoir des résultats très généraux et statistiques sur l'efficacité de ces pratiques. La psychanalyse, inversement, travaille au cas par cas et au point où, en tout cas, ces leviers opératoires, ces leviers de soins sont vraiment autour de l'unicité. On prend le temps avec chaque cas d'atteindre le point d'efficacité. Donc, ce point d'efficacité, on ne sait jamais à l'avance lequel il va être. C'est en y passant beaucoup de temps qu'on arrive au point d'efficace. Du coup, on ne peut pas amener de savoir qui vaudrait pour tous a priori. On ne peut pas dire, voilà, ça sera comme ça à chaque fois. Non. C'est un recommencement avec chaque patient. C'est ce que nous disent tous les analystes depuis le début. Donc c'est non pas qu'on ne cherche pas l'efficacité, non pas qu'on n'y arrive pas, mais on ne peut pas on ne peut pas dire aux décideurs publics par où ça passera à chaque fois. Il y a quelque chose de l'ordre d'une découverte, il y a quelque chose de l'ordre d'une écoute du patient pour savoir par où, pour lui, ça passe. Il y a aujourd'hui des discours qui tendent à dire que le plus thérapeutique serait le plus scientifique. Or, dans les faits, c'est pas tout à fait le cas. On ne peut pas le dire comme ça. C'est-à-dire que le thérapeutique excède de loin le scientifique. Tous les acquis, par exemple, de la psychothérapie institutionnelle sont là pour nous montrer que simplement, tout peut être thérapeutique si c'est bien amené. Vous pouvez prendre un café, vous pouvez faire une sortie, vous pouvez simplement être ensemble, peut avoir une vertu thérapeutique. Ce n'est pas quelque chose qui est scientifique. Si on se réfère par exemple à des grandes enquêtes longitudinales de l'Organisation mondiale de la santé dans les années 90 sur la schizophrénie, on est bien montré en fait que la schizophrénie est mieux soignée dans les pays en voie de développement que dans les pays plus riches où finalement le soin passe par des protocoles evidence-based, scientifiquement prouvés, c'est-à-dire une hospitalisation, une médicalisation, des traitements pharmacologiques. Et pourquoi? Eh bien parce que on se rend compte que le lien social, l'inclusion sociale a des vertus thérapeutiques extraordinaires et qu'en fait les personnes schizophrènes dans certains pays, dans certains villages sont admis au même titre, ont une place sociale en fait, ne connaissent pas de ségrégation sociale. Ils ont une place autre, mais ils ont une place. Et ça les fait beaucoup moins décompenser, ça leur fait avoir beaucoup moins de symptômes. Ils peuvent avoir une vie, en fait, partager une vie, s'arrimer au lien social. Donc on voit bien que le thérapeutique n'est pas forcément fondé scientifiquement. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des facteurs sociaux et des facteurs humains de la relation sont thérapeutiques. D'une certaine manière, ce besoin de parler ou d'être en relation avec un autre, d'y déposer aussi quelque chose de sa vie psychique, d'être en relation de confiance avec un autre, est
Et on pourrait le situer d'une certaine manière comme un besoin fondamental de l'humain, de l'homme et des femmes. Et dans une société de plus en plus technicienne, de plus en plus fondée sur des idéaux de performance, de plus en plus accélérée, de plus en plus normée aussi, c'est-à-dire que dans les relations sociales, on parle pour dire quelque chose d'intelligent, pour dire quelque chose de logique, pour dire quelque chose de beau, pour dire quelque chose qui sera gratifiant pour nous. Finalement, on a de moins en moins de place pour être simplement soi, ou simplement dire ce qui nous vient, être comme on est. Et que, en ce sens-là, euh, le dispositif analytique offre ce temps un petit peu suspendu, un petit peu moins exigeant en termes de normes sociales, voire pas du tout exigeant, puisque finalement le dispositif même consiste à dire vous pouvez dire absolument tout ce qui vous passe par la tête sans aucune restriction. Donc c'est une sorte d'injonction à une liberté absolue, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de sanctions sociales derrière. Donc c'est une interaction sociale très spéciale, très libérante, qui fait que au-delà même effectivement d'un soin pour des symptômes, il y a dans le dispositif analytique quelque chose de l'ordre d'un lieu qui permet de se découvrir, de s'explorer, de se laisser du temps, d'apprendre à se connaître aussi, tout simplement. C'est-à-dire que parfois dans la vie sociale, on n'a même pas le temps ni d'apprendre à connaître les autres, mais d'apprendre à se connaître. Et effectivement, la relation analytique offre cette qualité-là de la relation, contrairement par exemple à toutes les thérapies qui sont beaucoup plus focalisées sur le symptôme, où l'enjeu n'est pas de laisser parler le patient, mais plutôt de lui demander encore une fois d'être rationnel, d'être performant, de nommer ses symptômes, de travailler avec donc du travail à la maison, des exercices, et on le pousse en fait à performer son retour à une vie active non symptomatique. Donc on reste dans la dimension du travail, on reste dans une relation finalement très socialement normée. La psychanalyse a l'avantage d'offrir un espace en fait complètement subversif. Ça c'est un fait, complètement subversif, puisque un espace où on peut être fou, moche, impoli, inadapté, poétique, trop excessif, tout ce qu'on veut, laisser venir les émotions, ne pas être rationnel, etc., etc. C'est quand même un point de liberté dangereux pour certains, et notamment pour les décideurs publics en général. Sur cette question la valeur et de la préciosité de la parole déposée à un autre, et de son importance, me vient l'exemple d'un patient que j'ai reçu 4 années, qui est un patient qui avait fait une centaine d'hospitalisations dans sa vie, diagnostiqué psychotique, maniaco-dépressif, qui avait une vie d'hospitalisation, qui a fait plusieurs présentations de patients, donc on l'amenait dans des hôpitaux, il parlait, etc. Et en 40 ans, il n'a jamais trouvé un espace pour dire finalement quelque chose qui pour lui était ce qui était le plus douloureux, le plus intime, le plus douloureux de sa vie, qui d'une certaine manière avait complètement organisé sa vie au sens intime. La façon dont il m'a raconté qu'il parlait pour faire plaisir au psychiatre, qu'il parlait, sans jamais vraiment dire quelque chose en fait, qui pour lui était le plus précieux. Et bien, dans cette relation-là, au bout de 2-3 ans, il a pu en parler. Il s'agissait en fait d'un viol qu'il avait subi à l'âge de 18 ans. Bien évidemment, quand on dit viol comme ça peut paraître entre guillemets banal, c'est-à-dire que ça rentre en série, mais il ne faut jamais oublier que l'intérêt, c'est de voir que pour cette personne-là, l'événement avait été complètement catastrophique et complètement déterminant, une sorte de honte absolue qui avait complètement jeté comme un voile d'obscurité sur tout le reste de sa vie. Et que d'avoir pu trouver une relation de confiance pour le dire, il m'en a été en fait vraiment reconnaissant et continue de m'écrire. Cette personne est maintenant de nouveau hospitalisée, continue de m'écrire des lettres. Et
pour lui, ça a changé la vie d'avoir pu en fait trouver un espace de confiance où raconter cette scène, en fait, qui d'ailleurs était complètement oubliée, qui s'est reconstruite bout à bout. Ça crée un lien, c'est ça la beauté de ce métier, ça crée un lien d'une certaine manière qui contient quelque chose d'un petit peu d'indicible, en fait, parce que c'est pas vraiment, c'est pas catalogable, c'est pas vraiment compréhensible. Ça a eu lieu et ça a changé tout pour cette personne, tout. Quand ça arrive, effectivement, on se sent dépositaire d'une sorte de point d'humanité extrêmement fort. Le monde dans lequel on vit actuellement, avec cette technocratisation de tous les rapports humains, euh, et de tous les actes, et de toutes les évaluations, c'est quelque chose qui m'est absolument invivable. Euh, si j'ai choisi justement d'être psychologue du côté des sciences humaines et du côté de la psychanalyse, c'est que je veux préserver, pour ma propre vie et dans mon rapport à d'autres, quelque chose d'une relation simplement humaine et non pas technique. Et là, vraiment, quelque chose me tient à cœur dans dans ce positionnement en fait humain face à l'autre humain. Ce que je trouve très beau dans la position du psychologue d'orientation analytique, c'est que à la fois il a accès, mais il donne accès aussi aux patients à tout un matériel de pensée, tout un ensemble de matériel psychique, que ce soit des idées incidentes, des rêves, des fantasmes, des idéaux, qui n'auraient nulle autre place ailleurs. C'est-à-dire que seulement dans ce dispositif, ça peut émerger. Ça n'a pas de place dans les relations sociales, ça n'a pas de place dans une relation technique, ça n'a de place que si on lui fait place. De me sentir au quotidien garant d'un dispositif qui fait place à ça, en tout cas pour moi, donne beaucoup de sens au métier de psychologue et j'ai envie de dire du sens à ma vie.